Être extrêmement bref pour l'ouverture, les organisateurs ont trouvé une solution géniale à un problème qu'on se pose tout le temps dans les colloques, à savoir que le modérateur est obligé de se présenter lui-même, ce qui évidemment est troublant. Et donc là, nous avons 2 modérateurs et chacun va pouvoir présenter l'autre. Et donc pour la moitié de l'introduction à ce débat sur énergie et développement durable, j'ai le plaisir de passer la parole tout de suite à Elisabeth Pastores, qui est directrice de Ethicity, qui est un cabinet spécialisé précisément dans les questions de développement durable et qui va, elle s'est engagée à tenir en 5 minutes, planter la moitié du décor, après quoi je vous infligerai l'autre moitié en 5 autres minutes. Elisabeth ? Bonjour à tous. De grands enjeux macroéconomiques, comme on l'a vu dans toute cette journée. L'Agence internationale de l'énergie prévoit une augmentation de 66% de la consommation mondiale d'énergie entre 2000 et 2030. Le secteur résidentiel représente les 2/3 de la consommation énergétique. On a 20 millions de logements à rénover dans notre pays d'ici 2050. Les transports représentent 31% de la consommation finale d'énergie en France, avec un objectif, ce sera largement revu après, dans les interventions de 20% des gaz à effet de serre en 2020. La part de l'énergie renouvelable dans la consommation intérieure de la France s'élève à 13%. Et 30% des Français disent être déjà passés à l'acte en termes d'énergie renouvelable ou envisagent de le faire. Alors dans tous ces chiffres, on a beaucoup parlé aujourd'hui de grands enjeux. Il y a quelque chose qui est absolument déterminant, ce sont les moteurs psychologiques. En fait, on n'arrivera pas à avancer sans changement de comportement profond. On parlait tout à l'heure de renaissance. C'est un nouveau système qu'il faut réellement concevoir pour avoir une chance, comme ce sera dit tout à l'heure, d'atteindre ces objectifs et d'avoir un système vivable. Donc ça passe par la régulation, ça on y reviendra aussi avec les Grenelles, mais ça passe aussi par la mobilisation de tous les acteurs qui commencent sérieusement à se mobiliser dans le bâtiment, mais aussi les industriels. On a des marques, par exemple, je crois des produits qui étaient réputés assez polluants comme l'eau en bouteille, qui affiche un objectif zéro carbone en 2011, à la fois en travaillant sur les transports, sur les matériaux d'emballage et sur toute la chaîne évidemment logistique et de réduction d'eau aussi. On a des distributeurs comme Casino ou comme Leclerc, là avec l'apparition d'un double étiquetage sur les produits avec un étiquetage carbone. Et ce qu'on voit, c'est que si on commence à sensibiliser les consommateurs, on va pouvoir aussi sensibiliser toute la chaîne, car ce qui est important, c'est de faire bouger l'action individuelle. C'est difficile dans le domaine énergétique parce que le consommateur est encore assez passif. Il est difficile de changer son comportement et on a assez peu, c'est un des rares produits sur lequel on n'a aucune traçabilité et peu de moyens pour le consommateur d'agir sur les filières, sauf si c'est une entreprise évidemment et qu'il achète des produits spécifiques. Et en plus, s'il veut faire ses travaux, il a du mal à trouver des bons partenaires localement, notamment dans le bâtiment ou sur le solaire, etc. Et pourtant, on voit que 71% des Français aujourd'hui disent veiller à réduire leur consommation d'énergie. Donc l'enjeu, un des enjeux majeurs au niveau microéconomique, c'est que chacun des acteurs et les entreprises en particulier aident à ce changement de comportement qui seul rendra possible l'atteinte de ces objectifs. Alors comment faciliter le changement de comportement ? On aura 2 présentations d'EDF. Je prends juste un exemple en Californie qui est Pacific Gas Electric Company, qui a vraiment bâti son modèle économique aujourd'hui sur la réduction des coûts, puisque par régulation, le résultat financier est assuré s'il y a une baisse de consommation des consommateurs, et qu'ils soient entreprises ou particuliers, et a développé pour ça de nouveaux programmes d'accompagnement, donc il passe vraiment du produit au service, en fonction des cibles professionnelles, de façon très personnalisée, et des outils en ligne pour mesurer ses besoins, avec tout un tas de programmes grâce à Internet qui vous permettent de réduire votre consommation. Voilà en introduction, donc le microéconomique, le changement de comportement, cette nouvelle vision totalement intégrée de l'ensemble des acteurs doit être vraiment un élément clé, car dans cette crise, les moteurs psychologiques, on le voit bien aujourd'hui, sur la confiance par exemple, ou la peur, vont être des éléments absolument déterminants. Donc on va vous montrer maintenant comment l'ensemble des acteurs en amont se mobilisent pour atteindre cet objectif. Je vous présente Michel Matteux,
qui est directeur de la stratégie d'EDF et membre du comité de pilotage de ce colloque. Je rétablis d'abord la vérité des faits, directeur certes comme tout le monde, mais simplement directeur à la direction de la stratégie d'EDF, pas directeur de la stratégie d'EDF. J'espère que ça suffira pour justifier une petite présentation rapide qui a pour seule ambition de donner un cadrage mondial et européen rapide à la suite de la discussion. Normalement, ça devrait bouger. Ça bouge. D'abord, un cadrage mondial. On va revenir sur les chiffres avec les orateurs qui vont nous suivre. Ce que je voudrais, c'est que vous regardiez là la hauteur relative des piles, tant à gauche qu'à droite. Quand vous regardez la hauteur relative des piles à gauche, vous vous rendez compte que l'Agence internationale de l'énergie, qui est l'organisme mondial qui, d'une certaine façon, fait la pluie et le beau temps sur l'opinion des gouvernements sur l'avenir, vous voyez que l'Agence internationale de l'énergie met maintenant sur la table des scénarios qui sont des scénarios de rupture. Entre le scénario de référence, la grande pile, et les scénarios qui sont vivables en termes de changement climatique notamment, ceux de droite, vous voyez qu'il y a un écart énorme. Et à droite, permettez-moi de me souvenir que je suis effectivement électricien et attirer votre attention sur les grandes et petites piles bleues qui montrent qu'en 2005, l'électricité est une grande partie du problème dans certains pays. En 2050, c'est une grande partie de la solution. Comment on va faire précisément ? On va y revenir dans le débat. Ici, encore quelque chose de très visuel qui est une figuration qu'a popularisée le professeur Sokolow qui vise à montrer que pour éviter le triangle bleu marine, qui est en fait toutes les émissions de CO2 qu'on aurait tendanciellement et qu'il convient d'éviter pour stabiliser précisément les émissions. Pour les éviter, il n'y a pas de solution miracle qui tue tout. Ça n'est pas telle énergie renouvelable, ça n'est pas le nucléaire, ça n'est pas la maîtrise de l'énergie, ça n'est pas telle ou telle technologie qu'on va inventer et qui n'est pas encore à maturité, qui parviendront à eux seuls à résoudre le problème. C'est un cocktail de ces solutions, ce qu'il représente, lui, par les 6 coins que vous voyez dans l'ellipse en haut, et je me suis amusé à faire une petite liste en bleu et rouge d'éléments de la solution, les éléments bleus étant des éléments qui sont situés à l'aval de la chaîne de l'énergie, les éléments rouges étant des éléments qui sont situés à l'amont de la chaîne de l'énergie. Un petit mot pour dire, après avoir parlé du décor mondial, que l'Europe se profile de plus en plus comme un acteur absolument central. Vous avez en bas le petit schéma qui rappelle les 3 objectifs en 20. On dit quelquefois 3 fois 20. En anglais, on peut même dire 5 parce qu'il faut y arriver en 2020 et c'est by 2020. Ce sont les 3 objectifs prioritaires que l'Europe s'est fixés. En haut, celui qui est le plus structurant d'une certaine façon, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À gauche et à droite, en bas, un objectif de part minimum d'ENR dans le bouquet énergétique. Et à droite, indicatif celui-là, d'amélioration de l'efficacité énergétique. Et comment a fait l'Europe ? Dernier point. Comment a fait l'Europe ? Elle a publié, vous le savez, à cet égard 2008 est une vraie année de rupture, un paquet de textes qui vraiment plantent le décor pour les 10 ou 15 années à venir, des textes relativement ambitieux, les figures donnent un peu l'allure de ceux qui concernent le CO2 d'une part et qui concernent les ENR d'autre part. L'ambition des ENR, vous le voyez par exemple au fait qu'il faut passer du trait rouge au trait bleu. Et en faisant tout ça, et c'est par là que je voudrais conclure avant qu'on passe aux choses concrètes, aux grands équilibres de l'énergie, en faisant tout ça, l'Europe s'est positionnée comme un acteur tout à fait majeur. Il n'y a pas, vous le savez, de politique européenne de l'énergie, mais néanmoins, l'Europe n'est pas loin d'en avoir fait une, énergie et développement durable. Elle a pris une posture tout à fait centrale pour tout ce qui concerne le volet changement climatique de cette politique, et de ce fait, elle est un vrai acteur dans le contexte mondial. Il nous reste maintenant à assumer cette situation qui montre à la fois que l'Europe est au centre de ses politiques, mais aussi qu'elle a été très ambitieuse, ce qui, nous le verrons dans le débat, peut soulever d'autres difficultés. Merci de votre attention. Nous passons aux véritables panélistes, les 3 qui vont désormais discuter avec vous.